like what you do for a living? These things you see? You have to wear blinders sometimes. Most times. Detective William Somerset is looking for a way out. You're retiring. 6 more days and you're all the way gone. So how long have you lived here? Too long. Detective David Mills is looking for a way in. We'll be spending every waking hour together from now until the time I leave. I'll show you who your friends and enemies are. Look, I've worked homicide 5 years. Not here. Now, Ladies and gentlemen, we have ourselves a homicide. they're caught in a game. No fingerprints and no witnesses of any kind. Nope. About the only thing we know about that guy right now is he's totally insane. Where the price of sin is death. There are 7 deadly sins. Gluttony, You're going to come take a look at this. greed, No one touches anything. sloth, wrath, pride, lust, and envy. 7. You can expect 5 more of these. Body was found on Tuesday morning. I hate this city. We're gonna get who did this. This will be the very definition of swift justice. There are 2 more bodies, 2 more victims. This guy's methodical, exacting, and worst of all, patient. He's laughing at us. He had a gun. He's 2 murders away from completing his masterpiece. Let's finish it. Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow. Have you ever seen anything like this? No. 7. Bienvenue pour ce nouveau podcast de Calmos, cette fois consacré à Seven de David Fincher, le film qui a lancé sa carrière pour de bon et qui a un petit peu changé la face du cinéma hollywoodien. Avec moi pour en discuter ce soir, 3 invités. Donc Alex, qu'on n'avait pas eu depuis un petit moment. Salut Alex. Bonsoir. Aurélien, qui a fait les 2 derniers podcasts avec moi. Salut Aurélien. Bonsoir. Et Daniel, nouveau venu, qui nous fait l'honneur de rejoindre l'équipe. Salut Daniel. Salut. Seven, comment commencer sur Seven, parce que c'est quand même un film important. Je sais pas à quel point le film est encore vu ou pas aujourd'hui, l'aura dont il bénéficie. Si ça peut se mesurer au nombre de fois où les chaînes hertziennes le repassent. Il passe souvent du coup, toujours? Moi je le vois passer de temps en temps, oui. 95 Fincher qui vient, c'est son 2e long métrage, après un Alien 3 contesté, très contesté, et toujours contesté à l'heure actuelle. Et un Fincher qui voulait plus trop refoutre les pattes sur un film, donc qui était reparti dans son confort des publicités, mais qui est tombé sur le bon scénario, qui est tombé sur le bon acteur qui l'a soutenu et qui a réussi à faire son film qui correspond plutôt à la vision que Fincher en avait. Du coup, comment les uns et les autres on a découvert ce film? Moi je vais commencer en pute et je vais en parler moi en premier, voilà, comme ça après je passe la parole. Moi j'ai eu du bol, je l'ai découvert en salle. Je crois que c'est le premier film que j'ai par envie vu 2 fois au cinéma. Et voilà, après la première fois ça a été un gros choc parce que vraiment j'avais eu l'impression que j'avais jamais vu ça. En gros, j'avais jamais vu quelque chose d'aussi maîtrisé, aussi noir. Vraiment, parce que Seven, c'est quand même un film assez terrifiant par certains aspects. Et j'ai eu le besoin de le revoir derrière, chose que je ne faisais pas particulièrement à cet âge-là. Je devais avoir 13 ou 14 ans. Et depuis, c'est un film que je revois régulièrement. C'est un film du dimanche soir absolument parfait pour moi. Alex, toi donc, tu nous disais que tu l'avais découvert à la télévision. Ouais, et je l'ai découvert du coup assez jeune, parce que je devais avoir, je sais pas, une dizaine d'années.
Au-delà de tout ce qu'on peut y revoir en grandissant, en revoyant les thématiques, l'aspect esthétique qui va rester, etc. Moi, le truc qui m'a frappé à l'époque, c'est que c'était un film super agréable à suivre, en fait. J'avais jamais l'impression qu'on se faisait chier. J'avais toujours envie d'arriver à la scène suivante pour savoir, tu vois. De cet aspect-là, je trouve que c'est un film super bien construit. C'est-à-dire qu'avant tout ce qu'on va évoquer, je pense, dans le podcast, je pense que c'est important de dire que Seven, c'est un film super bien raconté. Si tu commences les 10 premières minutes, en général, tu finis Seven. Tu peux pas t'arrêter au milieu, quoi. Et oui, c'est un peu le petit truc que je disais tout à l'heure, c'est que moi je l'ai lancé, je devais prendre des notes un peu en le revoyant, et en fait je me suis fait happer par le film, et ça passe C'est tout seul. toujours bon signe, ça. Hein. Ah oui, Ouais. oui. Daniel, toi du coup, comment et quand est-ce que tu as découvert Seven? Du coup, moi, je l'ai découvert, je pense que je devais avoir 12-13 ans. Et c'était la grande époque des vidéoclubs. Moi, je pouvais pas le voir en salle. Enfin, trop jeune pour l'avoir découvert en salle. Et du coup, grosse claque, quoi. Enfin, j'ai un peu été traumatisé à vie par la scène de la paresse. Forcément. J'en fais encore un petit peu des cauchemars quand je le vois. Et voilà, après, ça a été forcément en pleine adolescence. Il y a une grosse fascination. Quand c'était l'époque, voilà, où tout ce qui était en plus Nine Inch Nails et le grunge et tous les films un peu gothiques, genre The Crow et compagnie, c'était un peu ma tasse de thé, quoi. J'en suis revenu. Mais par contre, Seven, ça tient toujours grave la route. Aurélien, toi, comment Seven et toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Seven et moi, en fait, c'est un film. Donc, quand il est sorti, j'avais à peine 12 ans. À l'époque, je lisais des revues de jeux vidéo, genre Player One ou Joypad, tout ça. Et c'est un film, en fait, ils avaient fait des papiers sur ce film qui donnait super envie de le voir. Et donc, j'avais essayé d'aller le voir en salle, mais à cette époque, j'avais essayé de négocier avec ma mère qui n'avait pas voulu que j'y aille. Donc, j'ai attendu patiemment 1 an qu'il sorte à la location. Et ouais, un peu comme tout le monde, je me suis pris une grosse claque parce que c'est vraiment un film qui m'avait donné l'impression de voir des choses horribles, alors qu'en fait, comme on disait hors podcast tout à l'heure, ces choses horribles, en fait, elles se sont déroulées que dans ma tête parce que le film ne montrait rien. Donc, le film m'avait beaucoup marqué. À tel point que dans la foulée, dès qu'elle est sortie, j'ai acheté la VHS du film et ensuite c'était la période où je commençais à m'intéresser au cinéma et j'avais un peu noté le nom de Fincher dans mes petits carnets de réalisateurs à suivre. Donc 2 ans plus tard, il y avait The Game, mais là ouais, j'avais un peu déchanté. Mais bon, Fight Club ensuite m'avait enchanté par contre. Donc voilà. Sur la carrière de David Fincher, qu'est-ce qu'on peut dire sur la carrière pré-Seven? Il avait bossé chez ILM, où au début, je crois, limite, il servait les cafés et il vidait les poubelles pour ensuite finir à un poste assez haut placé là-bas, au bout d'1 an. Et c'est un gars qui, avant d'être réalisateur, a beaucoup fréquenté les plateaux, a regardé tout le monde travailler, a observé tous les postes, tous les corps de métier pour s'en imprégner, pour bien comprendre comment les choses marchaient, ce qui a abouti au monstre qu'on connaît aujourd'hui, qui est capable de faire chier le moindre gars qui bosse sur ses tournages pour lui dire comment faire son travail. Parce qu'effectivement, David Fincher, c'est peut-être le mec qui sait mieux que tout le monde comment chacun doit faire son travail. Est-ce qu'on parle un petit peu de ses pubs et de ses clips, qui connaît un petit peu son boulot de ce côté-là? Moi, je me souviens de celle la pub qu'il avait lancée avec le fœtus du bébé là qui fume. Ça devait être pour la Ligue contre le cancer ou un truc enfin je sais plus trop. Là, c'était une campagne anti-tabac. Voilà. Et ça marche plutôt bien. Tu vois, dans le genre image qui marque, déjà, il savait faire. Donc moi, je me souviens de celle-là. Je sais que il a vraiment commencé dans la pub, et il dit dans un commentaire ou deux, je sais plus c'est Fight Club ou non, si c'est celui de Fight Club, où il avoue complètement que c'était effectivement le ciné dès le début et que la pub, il avait tout à fait conscience dans quoi il mettait les pieds, dans quel type de monde il bossait. Et il savait juste qu'il faisait de la pub parce qu'il savait que personne allait lui donner les moyens de faire du ciné. Donc il a commencé vraiment dans la pub avant quand même de progressivement glisser vers le clip vidéo pour des musiciens où là déjà le contrôle créatif est déjà un petit peu plus souple quand même. Et je pense que c'est sur les clips vidéo qu'il a vraiment commencé à se libérer et à se dire que ça pourrait marcher aussi vraiment sur un plateau de fiction, quoi. Il y a eu Propaganda Film. Oui, avec Michael Bay.
Et Alex Notamment. Proyas Il y aussi. a Ouais. Et oui, oui, il y Spike avait- Jonze aussi. Et Spike Jonze, ouais, ouais. Il a fait ses armes là-dessus. Il a commencé à développer un peu toute son esthétique, qui lui est quand même bien propre, parce que David Fincher, même si c'est devenu de moins en moins clinquant au fil des ans, c'est un gars qu'on reconnaît parfaitement aux palettes de couleurs qu'il utilise. Il est aussi toujours assez. Genre, je sais pas quel type de focale il utilise, mais à chaque fois que je vois un film de Fincher, je trouve toujours qu'il y a un jeu sur la profondeur de champ qui est super étouffant en fait. Et je pense que ça vient des focales qu'il utilise, mais là j'aurais bien du mal à définir. Ah bah, dans Seven, en plus, c'est utilisé vraiment. Et il isole souvent ses persos. Ouais. Et puis ses persos, voire ses objets à outrance. Il y a un des plans les plus connus, c'est quand John Doe braque Mills sur la tempe et que tu as le plan contre-plongée, mais où tu vois, il y a vraiment le bout du canon qui est net, quoi. Il y a toujours cette impression que le cadre il respire pas. Donc avec Fincher, généralement on a l'impression de passer 2 heures en apnée, quoi. Enfin, après je sais pas si c'est partagé, mais moi c'est comme ça que je le ressens à chaque fois que je regarde un film de Fincher en fait. Fincher, moi j'ai vraiment l'impression que c'est le gars qui arrive toujours à trouver la focale parfaite, l'angle parfait. Pour moi, David Fincher, c'est clairement le réalisateur le plus accompli contemporain. Alors, ça demande pas à être partagé, hein, c'est un camarade qui m'en parlait cet après-midi, justement. Il y a un extrait dans un bouquin d'Amélie Nothomb où un auteur est interviewé et la journaliste lui pose des questions sur tel ou tel auteur. Et lui dit non, lui c'est de la merde, et lui ça c'est pourri aussi. Et elle finit par lui demander mais qu'est-ce que c'est un bon auteur? Et lui, ce qu'il disait, c'est un auteur, c'est quelqu'un avec une grosse bite, c'est-à-dire un style, et des couilles, et des grosses couilles aussi. Et David Fincher, j'ai quand même l'impression que c'est le mec à grosse bite et grosses couilles, quoi. Contrairement à certains qui ont une grosse bite mais des petites couilles et inversement. Lui a une maîtrise parfaite de la technique et du format, et aussi derrière entre guillemets des couilles, mais dans les choix de sujets et la manière de les traiter. Ça fait partie de ces gars-là. Même si, effectivement, sur Alien 3, il était pas trop visiblement en position de la ramener, et il s'est bien fait éclater l'anus. I didn't like the script, but I love Alien. So yeah, I signed up naive and went off to Pinewood to be sodomized ritualistically for 2 years. Du coup, de ce qu'on en sait, Seven, c'est un projet de scénariste qui est donc Andrew Kevin Walker, qui a fini d'écrire en tout cas Seven en 91. Donc, ma date de naissance, super intéressant. Formidable. Et du coup, il est parti à Hollywood pour essayer de vendre ce script qui a fini par être acheté par New Line Cinema. Et donc, commence le développement de Seven, voilà, qui finalement sera réalisé en 95. Je sais pas exactement quand Fincher est arrivé sur le film. Je sais pas exactement, mais il est arrivé assez tard finalement, puisque il y avait déjà 12 versions du scénario. Tout à fait. Oui, voilà, ça par contre, une anecdote assez connue, c'est qu'effectivement, Fincher a reçu une version du script qu'il a adorée, avec la fin avec on spoil ou pas d'ailleurs? On spoil complètement. On peut que spoiler, je pense. Alors, je mets le petit écriteau, spoiler, si vous n'avez pas vu Seven, allez le voir et revenez après, ou sinon, préparez-vous à être C'est spoil. vraiment dommage. Donc la fin avec la mort de John Doe tué par Mills. Donc c'est cette version-là que Fincher a lue et qu'il a adorée, sauf que donc il en fait part au studio et le studio lui dit on s'est trompé, on a envoyé une ancienne version, c'est pas la bonne. Parce que le studio forcément a très tôt demandé au scénariste de réécrire la fin pour un truc un peu moins radical, on va dire. Et Fincher a insisté, c'est pour ça quand tu disais que dès le deuxième film, il a visiblement réussi à poser ses conditions,
Fincher a tout de suite dit que s'il faisait le film, lui, ça serait avec cette fin-là. Et il a été donc effectivement soutenu par son cast qui était visiblement assez d'accord avec ça. Donc, quand il donc, en voilà. parle, lui, effectivement, c'est ce qu'il expliquait, c'est que quand David Fincher lisait le scénario, il est arrivé avec, il lui restait encore une quinzaine, vingtaine de pages à lire, et il se retrouve avec la scène où John Doe vient se livrer à la police. Et lui, c'est ce qu'il expliquait, c'est qu'il a pété un plomb. Il dit non, mais c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça, c'est interdit. Normalement, ça se passe jamais comme ça dans les films. Et c'est pour ça que lui a vraiment tenu à réaliser cette version parce qu'elle l'avait laissé sur le cul, littéralement. Et qu'avant ça, sans ça, en fait, ce qu'il disait aussi, c'est que au début, il a commencé à lire le scénario et il s'est arrêté au bout de 10 pages. Parce que effectivement, Seven, quoi, si tu commences juste comme ça à lire le scénario, tu penses que c'est un buddy movie classique. En fait, Ouais, avec le jeune rookie, le vieux. C'est l'arme fatale, enfin le voilà, pitch. c'est ça. Et au final, c'est son agent, quoi. Je crois qu'il lui a dit de continuer. Et c'est à partir de ce moment-là, quand Kevin Spacey John Doe vient se rendre de lui-même à la police, quoi, qu'il a fait ah ok, on tient peut-être quelque chose, quoi. Bah déjà, même dans le film, hein, c'est un moment. C'est quand même une scène super marquante. Enfin, surtout parce qu'en plus, jusqu'à ce moment-là, on ne sait pas qui joue John Doe. Oui. Le nom de Kevin Spacey est soigneusement évité dans le générique de début. Donc quand il arrive, c'est vraiment un moment assez fort du film. En plus, le film est sorti au bon moment parce que si je me trompe pas, Seven c'est sorti genre quelques mois après Usual Suspect où t'as Kevin Spacey qui avait fait un gros buzz avec ce film. Donc là, c'était banco, quoi. Je veux dire, c'est vraiment le film qui est sorti au bon moment, je trouve. Ben, Kevin Spacey, Ouais. c'est ce qu'il disait, c'est qu'à l'époque, il avait fait Swimming with Sharks et Usual Suspect. Oui, Et dans, Sharks aussi. et dans les discussions, c'était, il faudrait pas que ça joue contre nous, c'est-à-dire que les gens s'attendent à quelque chose parce qu'ils savent qu'il y a Kevin Spacey dedans, qui a marqué déjà, enfin, il prévoyait déjà le succès de ces films-là, en tout cas d'un des deux, et que le fait d'avoir son nom qui soit bien présent sur les affiches et mis en avant, ça allait jouer contre le film. En échange de ça, c'est le premier nom qu'on voit au générique de fin. Donc un film de scénariste, enfin un projet de scénariste, on va dire, mais assez courageux. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir que Andrew Kevin Walker derrière a écrit 8 mm. Ouais, voilà. Ça, bah, je pense qu'on prend un peu d'avance sur l'héritage, parce que 8 mm, c'est l'exemple du Seven-like, mais qui n'est pas Seven, je pense. Et qui est pas mauvais, qui est pas si mauvais hein, au final. Qui est pas horrible. Bon, il y a eu des trucs bien pires. Oui. Ouais, juste pour revenir un petit peu sur les origines du scénario, là, Andrew Kevin Walker, en fait, à la base, lui, c'est pas son premier scénario. À l'époque, il travaillait du coup avec une boîte de prod sur des séries B d'horreur. Et donc, son idée, à la base, l'idée de Seven, elle a germé en se disant, tiens, qu'est-ce qui va être, un petit truc marrant, tu vois, un petit postulat marrant pour un film pour un pur film d'exploitation, en fait. C'est vraiment à la base une idée de pure exploitation. Et au final, c'est devenu autre chose. Et ensuite, en fait, en développant le truc, il a vraiment basé l'écriture de Seven sur son expérience en fait à New York. Il a vécu quelques années à New York et à la base, il vient pas du tout d'une grande ville. Et il a détesté ça. Il dit que Seven, c'est sa lettre d'amour à New York. Voilà. Alors après, ce que je trouve intéressant dans ce que dit Daniel, c'est que visiblement, donc Andrew Kevin Walker a travaillé surtout dans le cinéma entre guillemets d'exploitation. Et moi, il y a quelque chose qui me saute aux yeux quand je regarde Seven, c'est qu'il me fait beaucoup penser à même si son budget est de 30 millions de dollars, il me fait beaucoup penser à de la série B, mais de la série B, entre guillemets au sens noble du terme, comme on en produisait dans les années 30-40. Et c'est en grande partie, je pense, là pour le coup, basé sur le travail de Fincher. C'est mais vraiment ce fait que le film joue énormément sur l'évocation. Ce que je disais plus tôt, quand j'ai découvert le film, que j'avais l'impression d'avoir vu des choses horribles, alors que ces choses ne sont pas montrées, sont juste suggérées. Mais par contre, durant tout le film, le spectateur se construit des images horribles en tête, alors que rien n'est montré. Et pour le coup,
je trouve que c'est vraiment une façon de mettre en scène qui me fait beaucoup penser à tous ces réalisateurs de série B des années 30-40, comme les Joseph H. Lewis, Jacques Tourneur, Edgar G. Ulmer, en fait, qui procédaient ainsi par manque de budget, mais par contre, voilà, qui compensaient vraiment sur un travail de mise en scène, de production design qui était assez titanesque. Et Fincher, il est clairement dans la continuité, je trouve, de cette approche. Call for help and you'll live, but you'll be disfigured. Or you can put yourself out of your own misery. Come on. Cut off her nose. To spite her face. He did it very recently. Ce côté film série B des années 40, tu le retrouves aussi un petit peu au niveau de l'ambiance, notamment sur la musique d'Howard Shore. Ah oui, mais d'ailleurs, on retrouve aussi ça dans le look des personnages, avec leur chapeau, leur manteau, et puis après toute cette esthétique basée sur le clair-obscur. Mais d'ailleurs, ça me fait penser au fait que le film, je trouve qu'il a une dimension qui est totalement intemporelle. C'est-à-dire, c'est un film qu'on a un peu de mal à localiser dans le temps, sauf qu'on a aussi du mal à le localiser géographiquement. C'est-à-dire que ça a beau être une lettre d'amour à New York, c'est un New York qui est tellement stylisé qu'on a l'impression qu'en fait Fincher et Andrew Kevin Walker, ils veulent parler vraiment en majuscule, toutes lettres en majuscule, de la ville, vraiment de l'espace urbain déshumanisé, comme il est déshumanisé, il est propice au crime, quoi. Le fait de ne pas ancrer le film dans une époque précise ni dans une ville précise, c'est-à-dire c'est vraiment une façon de rendre le récit plus universel. Du coup, en fait, il voulait en fait faire une sorte de composite, quoi. Enfin, il voulait une ville qui puisse être plus qui soit plus dans la région de New York, quoi. C'est Gotham City, en fait. Ouais. Un peu ça. Complètement, c'est Sin City même. Oui, carrément. Et après, sur ce que je disais, ce que je trouve intéressant, c'est que il a beau évoquer beaucoup donc le film noir, la série B de cette époque. Par contre, il a l'intelligence de ne pas faire un simple copier-coller. C'est-à-dire que je trouve que le film, il a vraiment une identité visuelle qui lui est propre. Parce que, comme je disais, ça se rapproche autant d'une esthétique de film noir que de toute la mouvance un peu, comment on pourrait qualifier ça, néo-gothique des années 90. Et Fincher, ça a été un des principaux instigateurs de cette mouvance avec son pote Proyas qui a réalisé The Crow 1 ou 2 ans avant. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui appuie ce que je dis, c'est le fait que le générique du début, il est monté, déjà il a un visuel qui évoque beaucoup toute cette mouvance-là, et en plus c'est monté sur un remix de Closer de Nine Inch Nails. C'est la force de Fincher sur certains de ses films, d'être capable de saisir, comme on dit, le zeitgeist. Moi, je pense qu'il a 3 films qui font ça. Il y a Seven, il y a Fight Club et il y a Social Network, où on a l'impression que tous les astres sont alignés. Du coup, juste pour appuyer ce que disait un petit peu Aurélien là, sur l'approche série B un peu, il y a une sorte d'humilité, je pense, là-dedans. Et Fincher, il disait à tous les gens qui participaient au film que c'est pas un film pour lequel on se souviendra d'eux. Par contre, c'est un film dont ils seront fiers à l'arrivée, quoi. Et je pense que c'est assez parlant en fait sur l'état d'esprit dans lequel ils ont fait le film. En fait, on fait une série B juste avec plus de thunes et en s'y appliquant au maximum, quoi. Après, si on contextualise, il y a 20 ans, un million, ça équivaudrait à peu près à un budget de 80 millions sur un film contemporain, à peu près, voire même un peu plus. Ce qui reste encore assez raisonnable, quoi. Parce que c'est vrai que Brad Pitt était... il sortait de quoi? Il sortait pas de Légende d'automne ou un truc comme ça? Ouais, c'est ça. Il est bien marché. Ouais, Brad Pitt cartonnait. Et c'est d'ailleurs c'est Brad Pitt qui a imposé Kevin Spacey sur le film. C'est lui qui a pas lâché l'affaire jusqu'au bout, quoi. Quand Fincher demandait Spacey, on l'envoyait bouler. Et quand c'est Brad Pitt qui allait leur dire non, mais il nous faut Spacey, et les mecs ont dit oh non, c'est vrai ça. On est avec toi, Brad, pas de problème. Spacey coûtait trop cher, quoi. Et c'est difficile d'imaginer ce film sans Spacey au milieu. C'est difficile d'imaginer ce film sans Kevin Spacey à l'arrière d'une voiture en train d'accuser un mec d'être un pédéraste.
Il y a un peu de ça quand même. Bah, aujourd'hui, moi, en le revoyant hier, ça a pris une autre tournure. Et du coup, ça m'a fait marrer, quoi. Ça a rajouté un petit peu d'humour au film, je trouve. Gone Girl est très drôle aussi. Hein. Gone Girl, ouais. Bah, il y a des scènes d'interrogatoire avec. Avec Ben Affleck qui sont. Oui, il a vraiment l'air très con, quoi. Et puis c'est toujours ultra subtil, c'est ça qui est bien, que ce soit dans la comédie d'ailleurs ou tout le reste. Hein, c'est ce que les films qui ont essayé de singer Seven n'ont pas après, c'est la subtilité, quoi. Alien 3 était quand même, avait quand même de la gueule, avait du style. Ouais. Montrait quand même qu'on n'avait pas affaire à un manche. Seven, c'est une explosion. C'est David Fincher qui rejoint les étoiles d'un seul coup. Et pourtant, il va nous prouver par la suite que c'était l'apéro, ça, les gars. Le mieux reste à venir. Bah, alors déjà, ce que je trouve moi, très intéressant sur le style de Fincher dans Seven et dans beaucoup de ses autres films, mais surtout à l'époque de Seven, Fight Club, tout ça, c'est que il a un style qui était donc hérité de la pub et du clip, c'est-à-dire qu'avec des images qui étaient hyper léchées, un travail sur la photographie très stylisé, mais par contre une mise en scène très subtile dans la façon dont il raconte l'histoire par son découpage. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'a jamais quitté depuis. Il y a toujours vraiment cette finesse d'écriture, entre guillemets, visuelle qui accompagne ces films. Ah, il y a une scène à laquelle je pense en disant ça, c'est la scène du repas. La scène où tu as le couple Mills qui invite Somerset à manger chez eux. En fait, ça souligne très bien le fait que Seven, comme beaucoup d'autres films de Fincher, The Game, Fight Club ou Social Network, par exemple, Seven parle de solitude. Il y a vraiment une forme de solitude existentielle, je trouve, qui se dégage du film. Et les trois personnages principaux, que ce soit Somerset, John Doe aussi, à la fin, quand on le découvre, et même le couple Mills, c'est des personnages, vraiment, je trouve, qui sont caractérisés par une forme de solitude. Je dis même le couple Mills parce que même si c'est un couple solide qui a l'air heureux, ils semblent quand même coupés du monde, vraiment. C'est-à-dire, ils sont tous les deux, mais le monde autour d'eux n'a pas l'air d'exister. On a l'impression qu'ils sont isolés. Et donc, on en vient à la scène du repas. Il y a un procédé de mise en scène qui peut paraître assez simple, mais je trouve qu'il fonctionne très bien parce que c'est pas du tout quelque chose d'appuyé et de cash dans ta gueule, quoi. C'est le fait que toute cette scène de repas, si on regarde bien, à chaque fois les personnages sont toujours isolés. Quand Somerset est montré, il est montré seul dans le cadre. Il n'est pas accompagné par le couple Mills, il n'y a que Somerset dans le cadre. Quand le couple Mills est montré, ils sont tous les deux, mais Somerset n'est pas là, etc. Et il y a seulement à la toute fin de la séquence, à ce moment-là, il y a un plan où ils sont tous les trois réunis dans le cadre, mais là, il y a la petite subtilité fincherienne que je trouve super intéressante, c'est que ce cadre, il est recadré par un élément du décor qui en fait un cadre dans le cadre. Soothing, relaxing, vibrating home. Laugh it up. I don't know why you're laughing. All right already. Et dans le film, il y a plein de petites idées comme ça qui viennent par des jeux de cadre, de correspondance que je trouve très, très intéressants. Il y a une scène que je trouve qui m'a sauté un petit peu à la gueule par sa simplicité, la subtilité de son dispositif. Hier, quand je l'ai revu, en fait, c'est la scène dans la bagnole à la fin. Vraiment un morceau de bravoure, de mise en scène, où ils accompagnent Kevin Spacey dans le désert vers la boîte. Et aussi, c'est une scène qui dure peut-être 6-7 minutes et où t'as 7-8 plans, pas plus, et que des plans fixes. Et en fait, t'as vraiment, au début, t'as l'impression qu'ils ont une sorte qu'ils sont en position de force par rapport à John Doe, qui est à l'arrière, en fait,
Et au fur et à mesure de la scène, en fait, t'as vraiment t'as ce rapport de force qui s'inverse, surtout entre Mills et John Doe. Et simplement avec en fait sur les 8 plans, on a genre 3 sur Somerset qui est vraiment qui bouge pas, qui conduit la voiture, et c'est de profil, il est cadre de profil, il participe pas vraiment au conflit qui est en train de se jouer, quoi. Et sinon, t'as 2 plans, voilà, t'as à chaque fois 2-3 plans sur chaque personnage, et le truc super important, c'est que t'as la grille du coup qui sépare John Doe des autres. Et au début, on voit John Doe à travers cette grille-là, et Mills, du coup, on le voit de profil, de 3/4 avant, on regardait. Et au fur et à mesure, en fait, t'as un champ contre champ qui se fait à travers la grille. Et jusqu'à ce que, finalement, on ait vraiment l'impression que c'est Mills qui est autant prisonnier, voire plus prisonnier, derrière cette grille que Kevin Spacey. Et à côté de ça, on voit vraiment que c'est Kevin Spacey qui joue, qui est en train de jouer avec Mills, et où t'as ces échanges de regards, où tu vois que Somerset est en train de comprendre que Kevin Spacey est en fait en train de niquer la tête de Mills, quoi. C'est vraiment la force d'un Fincher, de savoir quand couper, quand ne pas couper et quand utiliser tel ou tel plan. Somerset, il est pas trop dans la discussion, mais par contre, quand il intervient, effectivement, c'est plus cadré du tout pareil. Tu vois John Doe à travers le rétroviseur, tu vois les regards discrets que Morgan Freeman il lance derrière, même quand il finit le profil. T'as une espèce de science du cadre et du montage. Je pense que c'est le genre de scène où tu passes pas mal de temps en salle de montage pour dire, attends, quelle info on donne au spectateur à ce moment-là, et qu'est-ce qu'on raconte sous les dialogues. Et ça, c'est une scène, si tu la regardes sans les dialogues, c'est vachement moins drôle pour le coup, ouais. Mais tu comprends les rapports de force immédiatement. Effectivement, tout ce jeu dont Alex et Daniel parlaient au niveau du montage, du cadre et de ces petits détails qu'on ne remarque pas forcément au début, ou auxquels on ne peut pas faire du tout attention, notamment cette histoire de grille qui effectivement au bout d'un moment s'inverse, et on est du côté de John Doe et on voit Mills à travers la grille surtout, et John Doe on ne voit plus du tout de grille, on le voit même, le moment où Mills craque, c'est quand John Doe se penche un petit peu en avant et commence à lui dire, c'est grâce à moi que tu es encore vivant, hein. Chaque jour du reste de ta vie, il faudra que tu te rappelles que c'est moi qui ai choisi, c'est ça. Et c'est là où Mills commence à craquer et tombe dans son péché, donc la colère, et l'envoie chier. Mais c'est très très impressionnant. Une chose qu'on n'a peut-être pas dite par rapport aux influences de David Fincher, mais il y a un nom qu'on a oublié et c'est intolérable, c'est Alfred Hitchcock. Et Fincher, c'est quand même peut-être le plus grand héritier, peut-être plus que de Kubrick. Enfin, c'est peut-être un petit peu un mélange des deux, quoi. C'est un hybride entre Kubrick et Hitchcock, j'ai l'impression. Et Sidney Lumet, je dirais, dans sa façon de doser assez subtilement ses effets, de faire évoluer une séquence de façon quasiment imperceptible, comme celle dont parlaient Alex et Daniel, je trouve que ça fait beaucoup penser au cinéma de Sidney Lumet. Il y a de ça, effectivement, le jeu avec les décors et comment il arrive à replacer son personnage et à te dire énormément sur ce qui est en train de se passer à l'intérieur du personnage et dans le film même, dans la narration du film. C'est des réalisateurs, parce qu'on parle de Fincher et on essaye à chaque fois ici de parler de films qui nous intéressent, et des fois on fait un petit peu d'actualité pour faire les putaclics, mais les réalisateurs qui arrivent à s'exprimer essentiellement par ce qu'ils montrent et par leurs images, c'est primordial. Je me sens con de devoir le préciser, pardon, mais ça me semble nécessaire de le dire, et d'autant plus quand on parle de Fincher, qui est un gars qui s'exprime essentiellement à travers ça. Quelque chose aussi que je veux vraiment gérer, mais de façon prodigieuse dans Seven, d'autant plus que c'est un second film et un premier film sur lequel il avait les mains libres. C'est son dosage en fait des effets. Par exemple, c'est un type, quand il va balancer une scène d'action, genre la séquence de poursuite vers le milieu du film, où t'as Mills qui poursuit John Doe, et que ça se termine donc par Mills qui est braqué par John Doe sous la pluie, voire la capture d'écran du podcast. Sous cette scène, elle a un impact considérable parce que à ce moment-là, la mise en
devient beaucoup plus, entre guillemets, chaotique, parce que ça reste quand même très maîtrisé, mais avec finalement une caméra à portée, des mouvements d'appareil beaucoup plus brusques, et que ça arrive après une 50aine de minutes, où c'était principalement soit du plan fixe hyper composé, soit des travelling très très précis, très léchés. Et donc le type, il n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Il adopte ce parti pris un peu de caméra à portée, mais sans pourtant le pousser à bout et faire une espèce de bouillie à la Greengrass. Je veux dire, il va pas jusque-là. Mais malgré tout, il y a un impact qui est hyper fort parce que ses effets, il les pose pile poil au bon moment, il n'en abuse jamais. Et donc ça fonctionne. Pour moi, c'est tout le contraire d'un... Bon, peut-être qu'il y a des amateurs, je vais pas me faire que des amis, mais pour moi, c'est tout le contraire d'un Zack Snyder qui, dès les premières minutes de ce film, balance en boucle les mêmes gros effets de bourrin, et au bout de 2 minutes, en fait, on est anesthésié, et le mec aura beau de balancer les trucs les plus awesome possibles, on n'en aura rien à foutre, parce qu'il ne fait que répéter en boucle les mêmes procédés, quoi. Fincher, non, c'est vraiment un maître du dosage, pour le coup. Il y a un truc qui pour moi est important, quoi, c'est que c'est le premier film américain de Darius Khondji. Fincher l'a cherché, est venu le chercher vraiment pas pour son travail au cinéma, mais pour son travail dans la pub. Il avait travaillé avec lui déjà, et je crois que sur une pub de parfum. Et ce qu'il voulait vraiment, c'était avoir cette esthétique et la confronter à l'horreur, en fait, voilà, à toute la direction artistique. C'est un univers qui est en train de moisir, qui est en train de, enfin voilà, c'est glauque, c'est voilà, et en plus qui se passe à l'écran, dans la manière de filmer cette ville et tout cet univers-là, qui te dit que en gros, ouais, on est dans le purgatoire ou l'enfer, ou hein. Et du coup de filmer cet enfer, mais de manière très esthétisante et très belle finalement. Il y a une sorte de beauté. C'est la patte de Seven, quoi. C'est que c'est horrible, mais c'est fascinant. En termes de choses dégueulasses, on n'en voit pas tant que ça. Moi, je retrouve un petit peu cet héritage de Ridley Scott qui fait partie des influences assumées de Fincher, d'Alien, c'est-à-dire moins t'en montres et plus tu crées d'effets au final. Bah, là, en le revoyant hier, c'est vrai que c'était pas... je m'étais pas fait la remarque avant, et pourtant c'est évident, c'est un film où effectivement tu vois pas les meurtres en fait. T'as aucun meurtre, à part peut-être, effectivement t'as quand même un meurtre, mais qui est pas très, qui est le moins graphique en fait, à la fin du film, à toute fin du film. Mais sinon, avant, tu vois pas les meurtres. Tu vois des scènes de crime, mais tu vois pas les meurtres. Les moments les plus horribles en fait, vraiment, à chaque fois qu'il y a un moment qui va être vraiment insoutenable, une image qui va être insoutenable, et ben là, il coupe sur un plan de réaction d'un personnage qui est choqué en fait. Voilà, ça fonctionne sur la scène finale, bien entendu, avec la tête dans la boîte, voilà, où effectivement il y a plein de gens qui ont cru voir un plan de la tête de Gwyneth Paltrow dans la boîte. En fait non. Il y en a même certains, comme tu disais, qui ont cru voir un fœtus dans sa bouche ou je ne sais quelle horreur. Voilà. Et moi, il y a un truc que je trouve vraiment traumatisant dans le film, c'est la scène de la luxure. Bah, sur le côté, justement, tout se passe dans la tête, en fait. Enfin, tout se passe dans ta tête, dans la tête du spectateur. Et quelque part, là, pour en revenir au hors-champ, je trouve qu'il y a un côté vraiment presque pervers là-dedans, quoi. C'est-à-dire que, en fait, on t'en donne tellement que, effectivement, en fait, tu vas imaginer des choses. En fait, il déclenche totalement ton imagination, mais tu peux imaginer des choses qui sont pires que ce qui s'est vraiment passé, en fait. Et je pense que c'est volontaire de la part de Fincher parce qu'il considère, il l'a dit plusieurs fois en interview, il considère que l'être humain est un pervers et que le spectateur est un pervers. Et Seven et tous ces films sont des films vraiment
assez pervers. C'est un pervers et c'est un troll un petit peu Fincher. Ah oui. Le premier mort, la gourmandise. En fait, c'est l'autopsie du gars, où il va te montrer le gars allongé sur la table d'autopsie, les couilles à l'air. Tu vois, pour moi, c'est ce petit côté troll. Je vais pas vous montrer les morts, par contre, je vais vous montrer le gros lard et ses baloches sur la table, quoi. Mais tout le reste, effectivement, il coupe à chaque fois. Par contre, un des trucs qui est extrêmement marquant et choquant et qui a peut-être été la scène qui m'a le plus choqué à l'époque quand je l'ai vu au cinéma, c'est celle de la paresse et cette espèce de zombie que tu crois mort, avec un maquillage absolument exceptionnel, de dégueulassitude, qui se réveille d'un coup et qui tousse de partout avec cette musique qui monte et l'affolement général. Il sait doser ses effets et te les balancer en pleine poire au moment. C'est-à-dire que quand il envoie la sauce, il met la max, quoi. Sur cette scène de la paresse, il y a encore un détail, tu vois, pour l'ambiance, pour mettre des choses dans la tête du spectateur, c'est le plafond qui est inondé de petits sapins qu'on met dans les bagnoles là, pour que ça sente bon. Du coup, ils rentrent, ils vomissent, tu vois, donc tu te dis, voilà, l'enfer dans cette pièce que ça doit être. Et avec la musique d'Howard Shore j'avais fait quand je l'ai revu là cet été, je l'ai vu avec des amis qui ont été surpris par la musique, parce que elle est quand même très particulière, elle a des espèces d'envolées lyriques à des moments bien précis, et c'est un truc qu'on n'entend plus trop comme ça. Et cette scène du paresseux en particulier, je sais pas pourquoi, sûrement en grande partie à cause de la musique, elle me fait toujours penser à l'arrivée des flics dans Le Silence des Agneaux, qui découvrent que Lecter s'est évadé, et que tu vois un des deux flics éventré, attaché en croix. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Oui. Dans Le Silence des Agneaux, où tu as le même genre de montée musicale pendant très peu de temps, où des gens découvrent un truc dégueulasse. Donc, et je sais pas pourquoi, à chaque fois je fais le parallèle entre les deux. Je pense qu'il y a pas mal de choses aussi, de parallèles à faire entre les deux films. Bah, c'est vrai qu'avant Seven, au niveau des serial killers, qu'est-ce qu'on avait? On avait Manhunter, on avait Le Silence des Agneaux, on avait après quelques autres films un peu d'exploitation, un peu bis comme Maniac et un peu tous les... Si, on a vu quand même quelques grands films de Richard Fleischer, comme il y avait L'Étrangleur de Boston et L'Étrangleur de Rillington Place avec Richard Attenborough, qui avait pas mal marqué leur époque, notamment L'Étrangleur de Boston, qui était un film qui mêlait une forme des fois quasi documentaire avec vraiment avec une approche hyper stylisée, où il y a des séquences qui sont réalisées sous forme de split screen, où il y a 7 ou 8 points de vue qui sont montrés sur le même cadre. Ça avait été un film assez important dans le genre. Dante. Goddamn poetry writing faggot piece of shit. Fucker. Seven, c'est un film c'est un aussi grand film pour plein de raisons, mais aussi déjà parce que il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture. Et c'est un film que tu peux prendre vraiment selon 3 points de vue différents, quoi. C'est-à-dire que tu as 3 personnages qui peuvent être vus plus ou moins comme les personnages principaux, en fait. C'est du coup Mills, Somerset et John Doe, même s'il a très peu de temps à l'écran, il est omniprésent et on peut considérer qu'on est dans sa tête tout le long du film. Fincher, il le dit en commentaire audio, tu vois, pour lui, c'est l'histoire de Somerset. C'est le personnage principal. Et sur ça, thématiquement, je trouve que c'est vraiment un personnage qui est magnifique. Ouais, tu disais que t'adorais ce personnage, Mathieu, et je rejoins totalement cet amour-là, quoi, parce que voilà, c'est un personnage qui est très très finement écrit, et tout son parcours est vraiment un truc qui a à voir avec est-ce que je dois m'impliquer dans ce monde, quoi. Je vois que le monde est un enfer, quoi, et est-ce que je dois vraiment me battre pour ce monde? À quel point, voilà. Ou est-ce que, voilà, je vois bien que tout le monde, pour survivre, tout le monde choisit l'apathie et la fuite. Et voilà. Et c'est un mec qui est tenté par ça. Et tout le parcours du gars, c'est toute la tension qu'il y a autour de ce personnage, quoi. Sombrer dans l'apathie ou décider de se battre pour le petit espoir qu'il peut y avoir pour ce monde-là, quoi. Moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup dans le film.
ce côté vraiment, on pourrait dire, cet humanisme contrarié quoi, du personnage de Somerset, qui d'ailleurs, en plus, dès sa première apparition dans le film, il est caractérisé comme tel quand il est sur une scène de crime et qui se soucie en fait de l'enfant qui a été témoin de la séquence. Kid see it? What? The kid. What kind of fucking question is that? You know, we are all going to be real glad when we get rid of you, Somerset. You know that? It's always these questions with you. Did the kid see it? Who gives a fuck? He's dead. His wife killed him. Anything else has nothing to do with us. Et donc ce côté voilà de personnage très désabusé qui a deux doigts de la misanthropie mais qui a malgré tout une forme de lueur d'humanisme qui persiste chez lui, c'est quelque chose qui me fait beaucoup penser au plus beau personnage du cinéma d'Akira Kurosawa, genre par exemple la fin de Rashomon ou des choses comme ça. Enfin, c'est quelque chose de très fort, je trouve. Fincher disait en interview que un des adjectifs qui pouvait le mieux lui correspondre, c'est inéluctabilité. Enfin, c'est un mot, pardon. Mais c'est l'inéluctable. Et effectivement, si on prend chaque trajectoire des trois personnages principaux, comme disait Daniel, il y a quelque chose d'assez inéluctable dedans. Au final, le retour, je prends personnage par personnage, mais le retour de Somerset auprès des gens, en fait, effectivement, il est là dès le début. Son premier souci, c'est de savoir si le gosse a vu quelque chose. Quand il prend le temps de discuter avec Gwyneth Paltrow par rapport à son histoire de gosse et tout ça, il est à fond dans la discussion, et même s'il garde un petit peu de recul par rapport à elle, émotionnellement parlant, il est avec elle, et en fait, il est en empathie totale avec elle. Quand il est dans la discussion avec Brad Pitt, où Brad Pitt lui fait cette belle discussion d'ailleurs, et c'est ce moment un des moments d'humanité du personnage de Mills, c'est quand justement il lui fait tout ce discours dans le bar où il lui dit justement moi j'ai pas envie de finir là-dedans, j'ai pas envie de dire le monde est foutu, c'est la merde, et puis laissez tomber, on a qu'à tirer la chasse. Il dit non, moi ça je peux pas, et j'y arriverai pas, et je refuse de le faire. Sauf qu'au moment où il dit ça, en arrière-plan, il y a la musique de Gloria Line, il me semble, qui s'appelle Speaking of Happiness, et où les paroles, c'est en parlant de bonheur, t'as jamais pensé au mien. Et effectivement, tout le long, Mills, il pense jamais à sa femme. Il pense tellement jamais à elle qu'elle finit par en crever. Derrière ces beaux discours, et la détresse et la souffrance de ce personnage, Somerset, lui, il l'a capté. You should listen to yourself. Yeah. You say that the problem with people is that they don't care. So I don't care about people. It makes no sense. You know why? You care. You want to know? Damn right. And you're gonna make a difference. Whatever. The point is that I don't think you're quitting because you believe these things you say. I don't. I think you want to believe them because you're quitting. You want me to agree with you, and you want me to say, yeah, you're right, it's all fucked up, it's a fucking mess, we should all go live in a fucking log cabin. But I won't. I won't say that. I don't agree with you. I do not. I can't. Et quand Fincher dit que lui, l'inéluctable, c'est quelque chose qui le définit, c'est parce que, comme il le dit, c'est que pour lui, la fin d'un film doit péter aux yeux des spectateurs comme quelque chose qui est évident. Pour Somerset, c'est ça. Pour Mills, bien sûr que c'est ce côté arrogant, colérique du gars qui est encore trop frais. Et John Doe qui forcément va crever, c'est inéluctable tout ça. Donc il y a tous ces éléments, et effectivement oui, Somerset for the win, ce personnage est tellement formidable. Je veux dire, ce moment où il pète un plomb, où il essaye de ritualiser son sommeil avec le métronome, pour essayer de se cadrer, pour essayer de se couper de tout ce dont il est témoin depuis des années et des années. La scène où il discute avec son supérieur, où il lui fait le récit d'un mec qui s'est fait agresser, voler son portefeuille et crever les deux yeux, et où il est là, je comprends plus ce monde, je comprends plus ce qui se passe.
Et le chef lui dit, mais arrête de dire des conneries, ça a toujours été comme ça. Tu te fous de ma gueule. Il y a tout plein d'instants comme ça de personnages et Somerset. Je me suis égaré, pardon. Non, mais c'est clair que Somerset, c'est vraiment un personnage qui est magnifique. Enfin, pour le coup, je pense qu'on est tous d'accord. Dans son parcours, tu vois aussi que, enfin, c'est un personnage qui veut partir au début, quoi, et qui finalement n'y arrive pas. Enfin, voilà. Du coup, on peut y voir quelque chose de positif à la fin. Ça peut être peut-être la seule chose positive à la fin, mais il y a ce côté, voilà, finalement, tu le sais dès le début, quoi, que ce mec ne va pas. Ce mec est prisonnier. On le sent, il est prisonnier et il reste prisonnier de cette ville à la fin. Après, pour des raisons qui sont plutôt belles, hein, par son humanité, mais voilà, parce que il veut se détacher, mais qu'en fait, il n'est pas capable de se détacher autant que ce qu'il voudrait. Il n'est pas autant cynique que ce qu'il aimerait être, mais voilà, et c'est ça qui en fait un beau personnage. Et c'est vrai que quand tu regardes finalement le film juste sous cet angle-là, tout le film parle de son point de vue, voilà, il y a plein de séquences qui montrent à quel point finalement le monde est horrible, pas seulement parce qu'il se passe des choses horribles, mais parce que en fait c'est la réaction des gens autour qui ont abandonné et qui décident de pas se battre pour le monde et d'être dans l'apathie et de fuir en fait l'horreur et du coup d'y devenir insensible. Et effectivement, la réplique dont tu parlais, Aurélien, où c'est le seul à s'inquiéter de quelque chose de très humain, quoi, de merde. Et le gosse, quoi. On se dit, en tant que spectateur, qu'on y penserait tous. Et en fait, tu comprends direct dans quel monde t'es quand t'as l'autre flic qui lui dit, de faire ta gueule, quoi. On en a rien à foutre. Tu vois. Ouais, c'est assez révoltant d'ailleurs, comme c'est une troupe. Voilà. Un truc que je trouve très intéressant, quoi, par rapport à ça, mais qui caractérise vraiment ensuite le parcours de tous les personnages, hein, c'est la manière dont à tous les niveaux, on a un film qui mêle vraiment l'horreur et l'horreur la plus mythologique. Dans le cas du meurtre de la paresse, là, ça pourrait pas, c'est une horreur qui est tellement inimaginable que ça pourrait être du Lovecraft, tu vois. Et en fait, on mêle ça, ce côté voilà, cette horreur là la plus mystique au quotidien. Seven, quoi, c'est les 7 péchés capitaux, mais c'est aussi les 7 jours de la semaine. Donc c'est le quotidien. Le film il s'ouvre justement sur Somerset, quoi, qui est en train de faire sa vaisselle, de s'habiller, voilà. Et direct après, bim, on voit ces petites tâches quotidiennes et bim, un cadavre. Et ensuite, après, il va se coucher. Et c'est sa journée, quoi. Et il y a ce côté-là, et au fur et à mesure du film, comme ça, à tous les niveaux, en termes de direction artistique, t'as vraiment ce côté, c'est à la fois très réaliste. La plupart des intérieurs, c'est pas des trucs qu'on a bâtis en studio, c'est voilà, pour avoir plus d'espace, pour avoir voilà, non. Même quand ils ont reconstruit des intérieurs en studio, ils ont fait en sorte qu'il y ait les vraies contraintes d'un intérieur, en fait. Qu'il n'y ait pas plus d'espace, voilà, parce qu'on veut vraiment du réalisme, quoi. Et en même temps, à côté de ça, tout est légèrement modifié dans le moindre accessoire, dans le moindre véhicule, dans le moindre élément de décor. L'enfer est là, l'horreur est là, quoi. Et le danger est là, et John Doe est là, quoi. John Doe, justement, c'est hallucinant à quel point il a très peu, ce Kevin Spacey, il a très peu de place, très peu de temps à l'écran. Mais par contre, il est omniprésent pendant tout le film. Le générique de début, c'est la création de ses carnets, et c'est comme si c'est lui qui avait écrit le générique de début, et c'est une manifestation totale de sa psyché. Tu peux vraiment voir le film comme étant une plongée dans la psyché de John Doe, et donc un film qui est raconté par John Doe. C'est lui qui a les clés en main, et du début à la fin. Il gagne à la fin. Donc c'est lui qui est le scénariste de l'histoire, en fait, de l'intrigue. Et quelque part c'est lui qui est le réalisateur du film, parce que tout le style de Fincher, tout ce style qui est très précis, très méticuleux, très maniaque, et qui fait naître finalement une sorte d'imagerie mystique et horrible et mythologique dans des éléments du quotidien. C'est la vie, ça reflète totalement tout du long en fait la vision de John Doe, qui est un fou mystique méticuleux. Là, en plus, il y a deux choses. Il y a le côté John Doe où effectivement c'est le nom qu'on donne aux cadavres non identifiés. Donc John Doe, c'est un petit peu tout le monde quelque part. Quand tu parles d'horreur du quotidien, moi c'est en ça où ça m'avait fait réagir. John Doe, je me dis, j'y avais pas pensé, mais effectivement c'est bien vu, parce que c'est un peu tout le monde.
Et, Bah oui. et aussi dans le film, notamment dans la fameuse discussion dans la voiture à la fin, hein, qui, entre parenthèses, a été apparemment un petit cauchemar de tournage. David Fincher, lui, quand tu lui en parles, c'est plus jamais ça. Plus jamais. Maintenant, c'est studio, fond vert dans la bagnole et c'est bon, on est tranquille. T'as quand même un moment où t'es un petit peu d'accord avec lui quand même. Ah oui, totalement. Dans sa vision du monde, quand il est là à dire je croise un péché capital à chaque coin de rue. Il y en a de partout. C'est justement tout dans cette idée de démoralisation totale du monde. Effectivement, tu es presque obligé d'être d'accord avec lui. Sauf que bon, on tire pas tous les mêmes conclusions, on va peut-être pas tous sombrer comme lui, à prendre le temps de torturer un mec pendant 1 an sur son pieu. Mais ce qui est génial dans cette scène, c'est que en tant que spectateur, on est d'accord, effectivement, c'est totalement vertigineux parce qu'on se retrouve à être d'accord avec certains trucs que dit un psychopathe dont on a été horrifié pendant tout le reste du film de ce qu'il faisait, quoi. Enfin voilà. Et on se dit c'est horrible. Finalement, on se retrouve à être d'accord avec lui. Et même Somerset se retrouve à être d'accord avec lui. Et là où la scène elle est très forte, quoi, c'est que et elle est à l'image du film, quoi. Tu peux être d'accord avec tous les personnages du film à ce moment-là, avec les trois personnages. Ce que disent les 3 personnages dans cette scène, bah ça a une part de vérité en fait. Et c'est vertigineux, quoi. Deuxième film, hein, on le rappelle. David Fincher, c'est quand même un mec qui te fait ça, c'est des millefeuilles, quoi. Hein. Ces putains de films. Je pense qu'il n'y a absolument aucun mal à juste rester dans sa position de spectateur. Comme je disais, c'est un excellent film du dimanche soir. Tu peux rester juste à regarder cette intrigue, ces personnages, et à arriver à cet inéluctable et te dire putain, fais chier. Pour moi, de ce côté série B dont parlait Aurélien au début, quoi. C'est ça, série B très efficace. D'une certaine façon, pour moi, c'est la marque des plus grands films. C'est-à-dire, c'est des films qui ont une approche qui peut paraître très évidente, que tu regardes sans voir le temps passer parce que le récit est passionnant et super bien raconté, et effectivement, comme le dit Mathieu, ça fait un très bon film du dimanche soir, mais que si tu décides de te pencher un peu dessus, tu y découvres une richesse dans la conception, dans les thématiques, ça qui est assez vertigineuse. Bon, après, je généralise comme un porc, hein, mais pour moi, c'est un peu la marque des grands films, ça. Même si, bien sûr, il y a plein de contre-exemples. Bah, Seven, on s'en fout, on le dit, c'est un grand film, c'est un chef-d'œuvre. Oui. Et il suffit d'imaginer Seven réalisé par n'importe qui d'autre. On va pouvoir y venir, je pense, mais c'est un peu l'héritage qu'il y a eu derrière. Moi, je rematais le film hier et j'entendais comment John Doe parler, et d'un coup, je me suis dit, ah ouais, James Wan et son poteau, ils ont bien aimé ces grands discours un petit peu pour les remettre dans la bouche du Jigsaw dans Saw, quoi. Et Saw, alors je vais pas dire que Saw pour un film d'1 million de dollars et tout ça, c'était quand même bien vu, mais c'est quand même lamentable au niveau du fond, voire de la forme quand même, parce qu'il y a des moments très laids dans ce film, mais il a coûté 1 million de dollars, donc à chaque fois c'est compliqué, quoi. Voilà, entre d'autres mains. Et il n'y avait pas Darius Khondji. Il y avait... Non, ils avaient beaucoup de néons, par contre. Ils avaient des néons qui clignotent, ouais. Et un monteur sous coco, quoi. C'est ça. Bah, un mec qui devait sortir du clip, à mon avis. Des clips pas terribles. Avec leur accès, ils font pas un max d'accéléré, de trucs comme ça dans Ah si, des travelling circulaires en accéléré, de lumière, des clubs dans tous les sens, on dirait un clip de Slipknot. Ah voilà, bon d'accord. Ah pardon. Alors je me suis trompé, c'est plutôt un héritier de Russell Mulcahy en fait, ou l'enfant des Russell Mulcahy, le réalisateur de Résurrection, tout est lié. Eh oui, mais t'as vu le truc quand même, comment je t'ai... Oh putain, alors ça j'avais bien zappé, mais ce film-là tiens, j'ai envie de le revoir. Non! J'ai laissé mon putain de partenaire se faire tirer dessus hier soir! Qu'est-ce que t'as à me regarder, toi, là-bas? Oh mon Dieu, non! Ah tiens, j'ai envie de me faire du mal. On parle de Saw, j'ai envie de souffrance, j'ai envie... Et oui, Résurrection et un paquet d'autres gars. Alors moi, c'est vrai que j'avais fait une petite liste de...
pas tant d'héritiers uniquement de Seven, mais de Fincher. Mais j'avais noté des noms comme Denis Villeneuve, Jérémy Saulnier, Bart Layton, le réalisateur d'American Animals. Regardez-le, c'est vachement bien. Bong Joon-ho, c'est vrai que j'avais pensé à Bong Joon-ho aussi, mais avant le podcast, on discutait avec Aurélien et effectivement, Memories of Murder est sorti 4 ans avant Zodiac. Ce qui veut dire que l'import-export fonctionne toujours et ça fait plaisir hein, que ça soit encore là entre l'Asie et les États-Unis. Les deux gars se nourrissent mutuellement, quoi. Oh, c'est bien. Quelque chose comme True Detective, qui me semble peut-être un des héritiers les plus accomplis de Seven. C'est vrai que dans les années 90, à la fin des années 90, juste après la sortie de Seven, il y a eu beaucoup de films en fait qui copiaient-collaient assez salement Seven, des trucs comme les films avec Ashley Judd et Morgan Freeman, je crois que c'était Bone Collector, ou des trucs comme ça. Il y avait aussi le film de Mulcahy, où vraiment c'est des films qui reprenaient Seven de façon très très superficielle. Et à mon avis, à l'époque, il y a eu un film par contre qui était clairement influencé par Seven. D'ailleurs, le réalisateur le revendiquait et qui proposait quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire, c'est un film qui était très très proche de Seven et qui pourtant imposait la patte de son réalisateur. C'est le film Cure de Kiyoshi Kurosawa, qui a vraiment été le film qui a lancé Kiyoshi Kurosawa sur la scène internationale. Et que si on regarde de près, c'est un film qui partage beaucoup de similitudes avec Seven et c'est intentionnel. Enfin, par exemple, les trucs évidents, c'est un film qui joue énormément sur la question, c'est-à-dire il y a beaucoup de meurtres qui ne nous sont pas montrés et finalement on voit juste le résultat et ensuite de reconstruire la scène de meurtre dans sa tête, même si certains nous sont montrés par des procédés un peu décalés, des fois qui peuvent faire penser à Kitano, donc pas du tout dans l'approche feignante des films à la Bone Collector, tout ça. Tout comme Seven, c'est un film aussi qui mise sur un travail d'ambiance qui est très original. Par exemple, dans Cure, quasiment toute la bande-son est constituée de bruitages répétitifs et très obsédants. Genre, par exemple, les personnages vont se trouver dans une pièce et dans la pièce d'à côté, il y a une machine à laver déréglée qui va tourner sans cesse. Et ce bruitage de machine à laver va monter à la tête du spectateur. Et au bout d'un moment, on va avoir l'impression de péter un câble. Et ça va vraiment participer à l'ambiance tout à fait aliénante du film. Après, tout comme Seven, c'est un film qui nous montre des personnages qui sont rongés par la solitude, avec une atmosphère, je trouve, très forte entre guillemets, de spleen urbain. Un film dans lequel aussi le tueur il est présenté comme une figure quasiment irréelle, qui, quand on le voit, la plupart du temps, il fait preuve d'un calme et d'un détachement qui est tout simplement glaçant. De même, tout comme dans Seven, le personnage semble investi d'une mission et à chaque meurtre, il dévoile un aspect différent de l'humanité, de l'âme humaine. La construction du film est basée sur ça. Et aussi, tout comme dans Seven, il y a des dialogues entre le flic et le tueur. Finalement, alors que c'est le tueur qui est interrogé, ces séquences de dialogue vont révéler quelque chose plus sur le personnage du flic que sur le personnage du tueur. Par exemple, pour Seven, je pense à la scène dont on parlait, la séquence de dialogue dans la voiture où le péché qui caractérise Mills, donc la colère, se révèle progressivement durant son échange avec John Doe qui sournoisement le pousse à bout. Et pareil, tout comme dans Seven, la fin du film nous montre le personnage du flic qui a d'une certaine façon assimilé le tueur. Comme si donc le film, on peut dire, ça se termine par une victoire du tueur parce que le flic l'a intégré, l'a assimilé et participe finalement à sa mission. Et en plus, ça se déroule juste après que le tueur ait utilisé la femme du flic de façon totalement sordide dans ce qu'on pourrait appeler son grand projet. Après, bien sûr, c'est quand même des films qui sont très différents parce que les partis pris de Kiyoshi Kurosawa en termes de mise en scène et de rythme sont pas les mêmes que Fincher. C'est un auteur qui a sa patte très très affirmée. Et l'autre différence principale, c'est que Cure, c'est un film qui, plus il avance, plus ça s'oriente vers un récit qui est purement fantastique, de l'ordre du surnaturel. Et d'ailleurs, si on est attentif au plan final du film, on se rend compte que c'est un récit qui est pré-apocalyptique. Il aime ça, Kurosawa. De toute façon, Kurosawa et l'apocalypse, oui. C'est un truc qu'on retrouve très souvent chez lui. Mais c'est pour ça, déjà, dans les films qui ont été faits sous influence de Seven,
durant les 2-3 années qui ont suivi, s'il y en a un à retenir, c'est bien celui-ci, quoi, je trouve. Hein, parce que je pense que de tous ces films qui essayaient de singer Seven, c'est le seul qui arrive à proposer quelque chose d'à peu près aussi passionnant que Fincher. Et pourtant, c'est pas un mince exploit, je trouve. Hein, voilà. Il y a un film là, dans les dernières années quoi, qui me fait pas mal penser à Seven. Et après, je pense pas que ce soit vraiment que Seven soit vraiment une influence. Et par contre, j'y pense beaucoup quand je le vois, quoi. C'est No Country for Old Men. Je trouve que dans le côté inéluctable et presque fantastique de la menace et vraiment impitoyable du film, quoi. On s'en rapproche vraiment. Et le personnage de Tommy Lee Jones, c'est à peu près la même problématique qui se pose à lui en fait que celle de Morgan Freeman, quoi. Et tu peux vraiment voir une variation des mêmes thèmes, quoi. Bien vu. Et puis tout à l'heure, Matt, tu disais que tu parlais de la discussion entre Somerset et le commissaire, là, où le commissaire lui dit non mais mec, ça a toujours été comme ça. Tommy Lee Jones a quasiment la même discussion à la fin de No Country for Old Men. Avec son père, avec son père, avec son père. Avec son père dans un rêve, je crois. Enfin, il parle à sa femme et il dit père dans un rêve, c'est un truc comme ça. Voilà, il dit que ça a toujours été comme ça. C'est en ça où Seven, avec Alex, on en avait discuté et Alex m'avait dit ça serait bien qu'on parle de David Fincher. Et j'essayais de trouver mais par quel film on va parler de Fincher? Seven, moi, me semblait important parce que c'était le premier où Fincher pouvait enfin s'exprimer et parce que c'est un film qui a quand même... David Fincher a fait un film qui a tellement marqué tout le monde et qui a marqué l'esthétique générale des films parce que les films n'ont plus la même gueule après Seven. Il y a eu justement cette espèce d'import de toute l'esthétique... léché de la publicité plus que de l'esthétique publicitaire qui est venue infuser dans tout le cinéma hollywoodien derrière, et pas que, parce qu'on l'a retrouvé également en France, et on l'a retrouvé en Corée aussi. Je pense que les Coréens ont été extrêmement marqués par Seven. Bah oui. On évoquait un petit peu Bong Joon-ho, mais c'est peut-être pas le plus... Je pense que Kim Ji-woon est peut-être encore plus... inspiré d'esthétique. J'ai rencontré le diable, c'est... Oui, exactement. C'était même des trucs qui étaient sortis au tout début des années 2000, à l'époque où le cinéma coréen n'était pas encore super connu en Occident. T'avais certains films qui avaient des séquences où t'avais l'impression de voir du copier-coller de Seven. Je pense à un truc qui a été un peu oublié parce que c'était regardable en mode chips, mais c'était pas super passionnant non plus. Ça s'appelait La 6e victime. Et le film, vraiment, t'as l'impression que t'as le réalisateur, en fait, il a réalisé son film avec un œil derrière le combo de sa caméra et l'autre œil sur un écran qui diffusait Seven, quoi. Pour en revenir un petit peu sur le point de vue de John Doe, quoi, il y a quelques trucs encore quoi, que je trouve très intéressants, quoi. Il y a un truc notamment, après bon peut-être que là c'est moi aussi de la surinterprétation, un truc qui me trouble un petit peu, c'est le côté justement Alex parlait de la pluie tout à l'heure, c'est un élément graphique ultra fort, quoi. La pluie s'arrête et où d'un coup tu passes d'une esthétique pluvieuse d'une ville de l'est des États-Unis, quoi, au désert californien, effectivement, quoi. On parlait un petit peu tout à l'heure, quoi, sur la localisation de la ville, mais par contre, en fait, le soleil, il est tout aussi écrasant, quoi. C'est un léger soulagement au début, mais en fait, non, on est arrivé vraiment en enfer, quoi, avec ce soleil. Et au début, et ça correspond vraiment au parcours, en fait, pour moi, à ce que dit John Doe au début. Dans une note, il dit, la première note qu'il laisse, c'est longue et dure est la route qui mène de l'enfer à la lumière. Et il y a presque ce côté-là, en fait, où tu passes des ténèbres à la lumière pour montrer que John Doe, il est arrivé exactement là où il voulait et il a gagné, quoi. Mais sauf que voilà, après c'est une lumière qui est un soulagement juste pour lui, quoi. John Doe, comme il dit dans la voiture, vous verrez mon travail, ce que j'ai fait, ça sera analysé, ça sera disséqué sous toutes ses coutures et les gens finiront par comprendre qu'au final c'était moi le gentil. Avec Mills qui lui dit le seul souvenir qu'on gardera c'est ta tronche sur des t-shirts. Mais et alors que toi à ce moment-là tu sais que c'est faux, quoi. Que Mills il a tort, quoi, et que c'est John Doe qui mène la narration.
Et je trouve que t'as vraiment un côté là-dedans, t'as vraiment un côté méta, un côté un petit peu pervers derrière, quoi, où t'as Fincher qui s'amuse, Fincher et les scénaristes qui s'amusent à faire comprendre au spectateur que justement, quoi, que c'est John Doe qui est maître, quoi. John Doe, il dit à un moment donné, mais je vais pas en dire trop parce que je veux pas vous gâcher la surprise, quoi. Là, Je veux pas vous spoiler, quoi. C'est Fincher qui parle, c'est vrai qu'il y a ce truc. Et ouais, c'est ultra savoureux, quoi. Enfin, c'est complètement pervers, mais c'est très savoureux, quoi. Et du coup, voilà. Et en fait, ça c'est quelque chose qui était déjà là. Je pense chez Fincher avant, parce que dans certains spots, t'as une pub, je crois, qui s'appelle The Director, où il montre justement un plateau de tournage et les coulisses d'un tournage, tu vois. Et il y a toute une réflexion un petit peu sur la mise en scène et sur et un goût pour ce côté méta en fait, et qu'on retrouve dans Seven, qu'on retrouve complètement de manière voilà. C'est un petit peu pour ça que j'aime pas trop le film, mais bon après, il faudrait que je le revoie dans The Game, quoi. Oui. Et puis qu'on retrouve après. Dans Gone Girl de manière évidente, dans Social Network aussi. Enfin, cette manière d'interroger un petit peu la psyché de celui qui met en scène et du créateur. C'est vraiment une des thématiques centrales de Fincher qui est pour la première fois véritablement à l'œuvre. Voilà, dans un long métrage, quoi. Et le film il est assez fascinant là-dessus, quoi. C'est un film que tu peux voir totalement au premier degré. Et par contre, si tu choisis d'adopter le petit point de vue un peu distant, un petit peu pervers sur le film, t'as vraiment quelque chose qui est à prendre au second degré de manière un petit peu méta, quoi. Et du coup, là tout à l'heure, moi je parlais un petit peu du fait qu'il y avait 3 personnages on peut voir le film du point de vue des 3 personnages, et si tu prends le film du point de vue du personnage de Mills, t'as vraiment un film qui est une épreuve au purgatoire. C'est la ville, on est vraiment dans un espace mythologique avec Mills qui finalement doit expier son péché et qui échoue et qui a 2 voix, 2 mentors qui l'entraînent soit vers la lumière, soit vers les ténèbres. Et du coup, c'est Somerset ou John Doe qui ont à peu près la même manière de voir les choses. En plus, la manière, le discours de John Doe, c'est le discours de Somerset mais perverti. Est-ce que je choisis d'écouter John Doe qui dit de me tuer, ou est-ce que je choisis d'écouter Somerset qui me dit de renoncer à la colère? Visuellement, il y a un point qui m'a toujours marqué dans la scène de la bibliothèque qui est vraiment splendide. Je trouve que c'est une scène pivot dans le film parce que justement c'est une scène où tu découvres toute l'imagerie mythologique et mystique, quoi, qui a à l'œuvre dans le film, où ça devient évident, quoi, dans les meurtres de John Doe et dans le film de manière générale, et où tu vois, donc tu passes de Mills qui est en train de regarder chez lui les scènes de crime, et Somerset qui est en train de regarder des bouquins, donc avec les gravures de Gustave Doré, entre le quotidien, le réel et le mythologique, quoi, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Et après coup, la 3e étape dans la scène, c'est un plan où t'as un plan en plongée, en fait, sur Mills, qui est en train de s'étirer, parce qu'il en a marre, quoi, de bosser sur son truc. Et en fait, ce plan, du coup, t'as l'impression, il est cadré de telle façon, et il le joue de telle façon que t'as l'impression qu'il est en train de se tordre de douleur, en fait, de tourment, exactement comme dans les gravures de Gustave Doré, qui représente l'enfer. Et sous l'œil des gardiens du temple qui jouent au poker pendant ce temps. C'est ça. Exactement. Je sais pas si vous l'avez vu, mais dans les scènes coupées, il y avait la scène qui était prévue à l'ouverture d'abord. C'est Somerset qui visitait la maison qu'il achète. Il en parle dans le film, la maison dans laquelle il est censé déménager, assez loin de la ville. Et le film, à la base, s'ouvrait sur Somerset qui visite une maison à la campagne où effectivement il pleut pas, où t'as un joli soleil bien ocre et tout. Et donc cette scène a été virée, et je pense qu'on peut, avec ce que tu viens de dire, Daniel, on peut comprendre pourquoi. Je pense qu'il y a une vraie volonté de faire rentrer les gens beaucoup plus vite dans un truc assez étouffant, quoi. Ouais, que cette scène donnait pas du tout. Complètement. C'est vrai qu'au final, je trouve que le film il est beaucoup plus fort, comme tu dis, quoi. Il est beaucoup plus fort comme ça, en fait. C'est facile de se dire ça. Maintenant, on a vu le film tellement de fois, mais effectivement, ça fait bizarre d'imaginer le film autrement que pluvieux et moite et poisseux tout le temps jusqu'à la dernière scène. Voilà, on le voit mal s'ouvrir sur du soleil, quoi. Aujourd'hui. Ça t'aurait rajouté une petite touche de doute par rapport à la destination de Somerset. Ça lui aurait laissé une porte de sortie. Alors qu'il a absolument aucune porte de sortie. Ce gars, c'est le chevalier de cette ville. Hein.
C'est le C'est seul ça. qui a été prêt à sacrifier sa descendance, l'amour de sa vie pour cette ville et pour sa tâche, pour son travail. Finalement, c'est en ça où tu peux facilement le rapprocher de John Doe, qui est là pour accomplir son travail. Et Somerset est là aussi pour accomplir son travail. Sauf que John Doe finalement arrive à sortir, à en sortir de l'enfer. Eh ben, Alors que Somerset commence en enfer et il veut sortir de l'enfer, mais finalement il décide d'y rester à la fin. Et Mills, c'est le nouveau petit arrivant en enfer qui vient un petit peu enthousiaste sans s'en rendre compte de là où il est, quoi. Qui explose en vol. J'ai toujours été curieux des suites de Mills, quoi. En fait, Mills. Hein. Mills, je parlais des gardiens du temple qui jouent au poker entre eux. Effectivement, il y a cette idée, comme Daniel en parlait, de John Doe et de Somerset, les deux mentors, quoi, l'éternel pari entre Dieu, enfin Job, quoi. Qui est tiraillé entre Dieu et le diable. Où est-ce que ça va te mener, tout ça? Est-ce que tu vas être complètement conditionné par tes pulsions et aller droit dans le mur, ou est-ce que tu vas arriver à t'extirper de tout ça et aller vers cette lumière? Sauf que celui qui se prétend investi de la lumière de Dieu, c'est John Doe. Une fois de plus, c'est un trait de perversion de Fincher qui est toujours là au mieux pour jeter une petite crotte de nez sur tous les illuminés, quoi. Comme on parlait de Mandy la dernière fois, le Jeremiah Sand, c'est un élu de Dieu, d'après ses propres mots. Une fois de plus, toute cette bande de dégénérés qui se pensent élus de Dieu et qui passent leur temps à dézinguer leurs prochains et à leur marcher dessus et à avoir zéro compassion. Alors que le personnage de Somerset, malgré ses petits aspects bourrus, c'est un gars qui est totalement dans la compassion et l'empathie et qui en souffre. Et je pense que tout le monde peut le comprendre, ça, parce que pour peu que tu tendes la main aux autres dehors et que tu constates la souffrance qu'il peut y avoir partout autour de nous, c'est très 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 difficile à vivre, hein. Moi, pour avoir transporté des enfants de 7 ans avec des tumeurs au cerveau, je peux vous dire que c'est pas marrant. Au bout d'un moment, tu t'es obligé de te créer ces espèces de carapaces pour t'en protéger, ce que fait Somerset dedans, hein. Moi, c'est pas pour rien que c'est un personnage qui me parle beaucoup. Mais là, je déborde. Bon, comment on fait une belle sortie, une belle conclusion avec par rapport à Seven? Pour les gens qui l'ont pas vu, vous avez l'occasion de le voir dans de super conditions, parce que il fait partie des films de Fincher avec Fight Club à être vraiment ultra bien traité en vidéo. C'est vraiment un film qui a eu droit à une super restauration, et le Blu-ray la copie du Blu-ray est géniale, parce qu'on l'a, je sais pas si on l'a bien dit, mais c'est vraiment un film qu'on a l'impression qu'il a été tourné la semaine dernière, comme Die Hard, etc. Mais le Blu-ray est vraiment génial, et c'est blindé de trucs super intéressants pour les curieux. Non, mais je plus ce que tu dis. Cette édition, elle est encore disponible, mais c'est vrai, moi, j'avais chopé à sa sortie. Donc, c'était dans un gros coffret où donc il y avait cette édition qui était accompagnée en plus d'une série de 7 comics. Ouais, sur les meurtres. Chacun sur un péché capital. Avec ça, il y avait aussi donc un livret avec voilà pas mal de photos, de textes sur le film, enfin voilà des petites fiches donc qui revenaient sur les acteurs, sur le réalisateur, sur ensuite voilà certains thèmes abordés dans le film. Enfin vraiment ils ont fait un super boulot, quoi, pour la sortie en Blu-ray du film. Donc si cette édition elle est encore disponible, on vous encourage à vous la procurer, quoi. Et comme le disait Alex, la qualité d'image, le film a beau avoir plus de 20 ans, je pense que c'est voilà, en termes vraiment de qualité d'image un des plus beaux qui soit. Et puis on le rappellera jamais assez, hein. Le 35 mm, c'est quand même autre chose. C'est vrai que c'est chouette. À un moment donné, il faut le dire, hein, la technologie, c'est bien, ça permet plein de trucs, c'est nickel, on adore tous le numérique quand c'est bien fait. Puis Fincher le premier, d'ailleurs. Mais voilà, Seven, sans l'argentique, c'est plus Seven.
Seven fait partie de ces films à archiver dans sa DVD, Blu-ray. Allez savoir ce que ça va être le prochain format tech. C'est disponible à peu de frais et en plus vous pouvez le ressortir dans toutes les soirées famille. Et si vous avez un neveu ou un truc comme ça, un petit peu à engrainer ou à lui montrer des vrais films, faites-vous plaisir, traumatisez-les, montrez-leur ça, juste pour la scène de la paresse, regardez leur tronche, prenez des photos, un petit Snapchat, allez-y, faites-vous plaisir. Et de toute façon, sur un malentendu, vous pouvez aboutir à un David Fincher, hein, parce que, voilà, exposer un gamin à des images comme ça, derrière, ça va le marquer, quoi. C'est une expérience extrêmement marquante. Un grand film pour lequel on a énormément d'amour, qu'on ne saurait vous conseiller de voir, de revoir et de re-revoir. On a fait un jour de pluie, par exemple. Un jour de pluie, un jour de pluie. Un jour de pluie, c'est pas mal. Ou la nuit. La nuit, c'est bien aussi. La nuit, c'est bien. On a essayé d'être le plus exhaustif dessus. J'espère qu'on a réussi à vous parler un petit peu de tout ça dans des termes intéressants et en vous donnant des pistes qui vous plairont. On va en rester là. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre Facebook, Twitter, YouTube. Laissez des pouces, aidez-nous, filez de l'argent. Bientôt un Patreon. De la thune, s'il vous plaît. Faut qu'on améliore le matos d'Alex et la connexion de Daniel. Et, mon matos, c'est très bien. Tu m'entends il est vachement mieux. Alex, t'as upgradé. Non, mais voilà, je suis fier de toi. Calmes, T'as mis ton micro-casque, bravo. T'as enfin branché ton putain de micro-casque. En attendant, merci à tous d'avoir suivi. Si vous avez écouté jusqu'au bout, c'est bien et c'est le but du jeu. On vous dit à la prochaine fois, on ne sait pas encore ce que ce sera, mais en tout cas, ce sera quelque chose. À la prochaine, tout le monde. Ciao. No!